Notre expert du mois, c'est Édouard Debost. Bonsoir, vous êtes directeur général France de Moelis et compagnie, vous êtes un banquier d'affaires. Comment est-ce qu'on peut résumer votre rôle dans les opérations de private equity? Merci Stéphane. Écoutez, peut-être je vais donner un petit peu d'historique sur ce que j'ai fait pour vous expliquer que voilà, ma relation avec les fonds de private equity, elle date pas d'hier. Donc moi, j'ai commencé dans l'audit, d'abord chez Arthur Andersen, très formateur, un audit pour les métiers de la finance. Mais j'ai assez rapidement bifurqué vers le conseil en fusion-acquisition, donc dans des banques prestigieuses telles que Lazard, JP Morgan et Moelis aujourd'hui, dont je m'occupe en France. Ouais. Et quel est votre rôle? Comment vous vous définissez? Écoutez, nous, le banquier d'affaires, c'est un expert, mais il accompagne toutes ces opérations de private equity. Et ce qui est intéressant quand même, c'est au cours de ces 30 dernières années, moi j'ai pu regarder l'évolution des acteurs du private equity. Au milieu des années 90, il y avait quelques pionniers qui ont commencé. Ils avaient 100 millions de francs sous gestion, c'était déjà énorme. Et voilà, et sur ces 25-30 dernières années, ils se sont énormément développés. Donc nous, le banquier d'affaires, il a vocation à vraiment accompagner le fonds de private equity à chaque étape, finalement, de l'investissement. Donc c'est en amont, au moment de l'acquisition, pendant la durée de détention et à la sortie. Donc en amont, c'est l'identification des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, la plupart des fonds, ils sont organisés par secteur, et donc le banquier d'affaires, de manière régulière, avec ses experts sectoriels aussi, il va venir lister des cibles et expliquer pourquoi il pense qu'elles sont attractives. Donc ça, c'est une premier rôle. Partie de l'activité. Après, il y a le moment de l'acquisition. Donc là, c'est un conseil à l'achat. Donc là, on va être un peu aussi un chef d'orchestre. Il y a toute une partie on va s'occuper de coordonner les travaux de tous les intervenants, qu'ils soient les comptables, les juristes, les fiscalistes, les conseillers en stratégie. On va interagir avec le vendeur, le conseil du vendeur, pour s'assurer qu'il réponde à nos questions. On va essayer de chercher un petit peu d'intelligence sur qui regarde, quels sont les concurrents. On va donner des recommandations sur la valorisation. On va aider aussi sur le financement. Donc ça, c'est juste avant d'acquérir. Puis une fois que la société est acquise, là, on va avoir un rôle plus de veille. C'est une veille sur la société, c'est une veille sur le secteur. Regarder qu'est-ce que font les concurrents. Est-ce qu'il y a des opérations qui sont en train de faire que la société devrait faire? Est-ce qu'il y a des opportunités d'acquisition qu'il faudrait qu'elle regarde? Et puis aussi, on va parler aux acheteurs potentiels pour leur dire de manière anticipée, voilà, qu'est-ce que la société fait, la performance de la société, pour qu'ils soient prêts au moment où elle est mise en vente. Et enfin, au moment de la vente, là, c'est un conseil vente classique. On va vraiment épauler le fonds pour trouver le meilleur acquéreur au meilleur prix. Est-ce que dans ces différentes étapes, il y en a une qui est plus difficile? Non, je dirais qu'elles sont toutes passionnantes, elles sont toutes exigeantes. Je crois que le métier de banquier d'affaires, ce qui le caractérise, c'est très complet. Voilà, il faut être un peu expert en tout. Et il faut avoir des connaissances en finance, en droit, en fiscalité. Voilà, on vous pose toujours des questions auxquelles vous n'avez pas toujours les réponses, mais c'est par l'expérience que vous arrivez à apporter ce conseil. Alors vous êtes un banquier, on va essayer de ne pas être trop technique, mais comment est-ce qu'on structure financièrement une opération de private equity? Alors, de manière très simple. Donc, le fonds d'investissement va créer une société holding d'acquisition. Ils vont apporter les fonds, qu'on dit les fonds propres, l'equity, dont on a parlé, que les investisseurs leur ont confié, et puis de la dette. Donc si on prend des chiffres assez simples, disons on achète une entreprise 100, le fonds va apporter 50. Le fameux effet de levier dont on parlait en début d'émission. Il va mettre 50 de dette. Et puis l'idée c'est que la société va croître. Disons que dans 5 ans, elle vaut 200. Il y a toujours 50 de dette parce qu'on a fait des acquisitions, etc. Mais 200 moins 50, ça fait 150, donc on réalise 3 fois la mise. Voilà, de manière très simplifiée un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez un rôle de conseil. Est-ce que les différentes parties tombent facilement d'accord sur les niveaux de valorisation? C'est parfois un sujet qui fâche. Oui, c'est tout le talent du banquier. Non, mais je pense que, en fait, cette discussion sur la valorisation, elle intervient à la fin d'un processus. C'est quand on arrive à ce niveau de discussion,
finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en amont. On l'a vu, les fonds d'abord vont décider dans quel secteur ils veulent investir. Ils vont choisir un petit peu les sociétés qu'ils veulent acquérir. Donc, il y a déjà un premier filtre. Ensuite, le banquier d'affaires va organiser un processus de cession avec un premier tour. On en invite peut-être 10. Ils vont faire des offres. Ceux qui ne sont pas au niveau de prix, ils sortent. On va en garder 4 ou 5. Et à la fin, il en reste 2, 3. Donc, ceux qui restent à la fin, généralement, c'est quand même ceux qui sont les plus motivés. Donc, voilà, il y a une négociation sur la valorisation à la fin, mais elle est avec des gens qui sont motivés, généralement. Mais ces questions de valorisation, elles sont forcément plus compliquées sur le non-coté. Une société cotée en bourse, le juge de paix, c'est le cours de bourse. Là, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Effectivement, il n'y a pas de formule magique qui permette de calculer le prix d'une société à un instant donné qui soit accepté par tout le monde. Et puis la valeur d'une société, le prix d'une société, c'est pas le même pour tout le monde, en fait. Et donc là, le rôle du banquier d'affaires, c'est de faire des travaux de valorisation en utilisant plusieurs méthodes. On va regarder quelles ont été les transactions récentes dans le secteur. On va regarder quand même si la société avait été cotée, à qui elle serait comparée, et donc à quel multiple elle serait cotée, l'actualisation des flux de trésorerie. On va regarder aussi qu'est-ce qu'un autre fonds de private equity serait prêt à payer, en disant, voilà, moi j'ai tant d'exigences de TRI, je vais mettre tant d'effets de levier. Donc, encore une fois, c'est un processus très itératif, ce n'est pas une science exacte, mais c'est le résultat d'une discussion. Juste avant, Louis Flamand nous parlait des valorisations, des niveaux de valorisation qui ont baissé. 13,3 en moyenne en 2021, 12,2 en 2022, 10,6 l'an dernier. C'est, j'imagine, quelque chose que vous avez aussi constaté. Pourquoi est-ce qu'elles ont baissé ? Écoutez, oui, je pense que effectivement, par rapport au pic de fin 2021, les valorisations ont baissé. En moyenne, sous l'effet, les experts l'ont dit, beaucoup de la hausse des taux, de la baisse de la croissance, du contexte géopolitique. Mais je crois que ce qui caractérise aujourd'hui le marché, c'est vraiment qu'il est très polarisé. C'est-à-dire que les sociétés de grande qualité dans les secteurs qui ont bien résisté restent très bien valorisées. Et puis il y a tout un pan qui est moins bien valorisé, mais aussi parce que de toute façon, il n'y a pas de transactions sur ces sociétés-là. Vous le disiez au début, vous avez évidemment différents rôles dans tout un parcours, dans tout le parcours. Vous aidez les fonds à identifier des cibles potentielles. Quels sont les critères ? Oui, alors, comme je disais, donc en amont, les fonds sont aujourd'hui de plus en plus organisés par secteur. On en a parlé, la technologie, la santé, les services. Et donc, il y a d'abord un critère sectoriel. Oui, après, il y a des fonds qui cherchent des cibles qui cherchent à investir il y a certains dans fonds la qui sont technologie, spécialisés uniquement dans un secteur, soit dans la technologie, les logiciels, soit dans la santé. Et après, il y a des fonds qui ont aussi plusieurs secteurs. Et donc, ils font un premier filtre, effectivement, selon ces secteurs. Et après, les critères, aujourd'hui, pour moi, le critère principal, ça reste la croissance. C'est vraiment ça que recherchent les fonds de private equity. Pourquoi ? Parce que ils se projettent. Eux, tous les jours, ils cherchent à faire croître leur investissement et la société et la valorisation. Alors, dans cette émission, on essaye de faire de la pédagogie. On va parler du build-up. Le build-up, c'est un savoir-faire essentiel dans le capital investissement. Alors, en quoi ça consiste et surtout, pourquoi est-ce que c'est un savoir-faire précieux, on va dire ? Oui, donc c'est le build-up, la croissance externe en français. Donc, c'est une stratégie de croissance, effectivement, que font les fonds de private equity. Donc ça consiste à, dans un secteur donné, acheter plusieurs sociétés, les combiner dans un groupe plus performant, plus attractif à la sortie. Et donc ça permet quoi ? De réaliser des économies d'échelle, ça permet de racheter des produits, de gagner des parts de marché, de se développer dans de nouvelles géographies, avec un objectif C'est une des recettes de la croissance. C'est une recette de la croissance, exactement, avec l'objectif toujours de rendre la société plus attractive à la sortie, pour un autre acheteur fonds, un autre acheteur industriel. Et c'est très créateur de valeur aussi, puisque généralement, on achète les sociétés individuelles dans un secteur à un multiple moins élevé que celui auquel se va valoriser la société qui consolide. C'est le fameux effet plateforme. Pour un exemple très simple, Stéphane, vous voulez monter un réseau de boulangeries. Oui. Vous allez acheter une boulangerie peut-être une fois le chiffre d'affaires, donc chaque boulangerie va être achetée une fois le chiffre d'affaires, et votre groupe, Stéphane Boulangerie, il sera valorisé 1,5 fois le chiffre d'affaires. D'accord ? Donc ça aussi, ça crée beaucoup de valeur, parce que c'est la valeur de la plateforme, parce que vous avez fait l'effort de consolider un marché. Et il y a beaucoup de sociétés en France, je sais pas, dans les crèches comme Babylou, Cerba dans les laboratoires, qui ont eu cette stratégie de build-up. Une dernière question. On parlait de la démocratisation du private equity. Parmi les critiques qui reviennent souvent, c'est un monde opaque, c'est un monde fermé. Vous êtes un banquier d'affaires.
j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces critiques. Ouais. La discrétion, la confidentialité, c'est un peu l'ADN de votre métier? Oui, je pense que je ne crois pas que le qualificatif opaque soit le bon. C'est vrai qu'on est dans les affaires, il y a un secret des affaires, les opérations sont généralement soumises à des accords de confidentialité, donc c'est normal. On n'a pas envie que la société et que les clients de la société sachent que voilà, elle est en vente, qu'il y a un acheteur. Donc Ça garantit le succès des opérations. Exactement, ça fait partie quand même des recettes du succès. Merci beaucoup, Édouard Je vous en prie. Debost. Je rappelle, vous êtes directeur général en France de Moelis et compagnie. On va maintenant rejoindre les autres experts autour D'accord. de la table pour répondre aux questions du public.